Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon, de manière simple, décontractée et fun. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable. C'est la passion qui m'a rendue experte des sujets d'argent et plus spécifiquement de sa gestion au quotidien. Tous les 15 jours, je reçois un invité pour parler aussi bien de budget que de notre relation à l'argent, mais aussi de placement pour notre épargne. Retrouvez-moi également chaque semaine dans ma newsletter. En vous y inscrivant sur budget-chéri.com, vous recevez en bonus un extrait de ma méthode budgétaire. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un épisode en 2 parties pour parler d'un thème qui m'est cher, le changement de vie. Faire une reconversion professionnelle, déménager, monter un business, arrêter de travailler, reprendre des études, partir voyager, on en rêve tous de changer de vie. Et pourtant, on est peu nombreux à franchir le pas. Alors pourquoi ? Eh bien essentiellement à cause de nos peurs et de nos croyances limitantes qui sont liées à l'argent. Peur de baisser ses revenus et son train de vie, peur de ne pas retrouver un emploi ailleurs, peur de mettre sa famille en risque, peur de ce que les autres pourraient en dire, peur de devenir pauvre, peur de ne pas y arriver, la peur, la peur, la peur. Heureusement, j'ai le plaisir de connaître 2 familles qui ont surmonté leurs peurs et qui ont profité du cap de la trentaine pour changer de vie. Ces 2 familles sont à l'origine du blog La Famille Durable, dans lequel ils racontent entre autres leurs changements de vie respectifs. Faisons les présentations. D'un côté, on a Céline et Arnaud, mariés, 2 enfants, vivant près d'Angers. De l'autre, Blandine et Thibaut, mariés aussi, 2 enfants, vivant en pleine campagne bourguignonne. Ah oui, et j'allais oublier, Arnaud et Thibaut sont frères et nous avons tous grandi dans la charmante ville de Sainte-Geneviève-des-Bois en banlieue parisienne sans jamais pour autant se fréquenter à l'époque. Ces 2 couples ont des points communs. Ils ont voulu quitter la ville, Paris et sa banlieue pour les uns, Londres pour les autres. Quitter la ville pour un cadre de vie plus paisible, plus en proximité avec la nature. Mais sur la forme, ils ont chacun choisi des modalités différentes et ont une manière de faire tout à fait singulière. Dans l'épisode du jour, vous allez découvrir le changement de vie de Céline et Arnaud. La semaine prochaine, c'est Thibaut qui sera derrière le micro pour vous raconter comment lui et Blandine ont quitté Londres pour un village bourguignon de 200 âmes, sans sécurité financière ou presque. Mais d'abord Céline, dans quel contexte est née l'idée de changer de vie ? Comment sont-ils passés de l'idée au projet, puis du projet à la réalité ? Leurs craintes liées à l'argent se sont-elles confirmées ? À quelles croyances limitantes se sont-ils heurtés ? Et comment ont-ils appréhendé le risque de changement pour eux et pour leur famille ? À l'origine, ces 2 entretiens devaient former un seul épisode, mais j'ai préféré les scinder en 2. Donc au lieu d'écouter Thibaut après Céline, vous aurez le plaisir de l'entendre la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie et vous retrouve juste après. Salut Céline! Salut Delphine! Je suis ravie de te retrouver après 15 ans parce que pour que les auditeurs le sachent, toi et moi, on a fait une partie de notre scolarité ensemble. En fait, on était dans le même collège et dans le même lycée, mais on faisait pas du tout partie de la même bande de potes. Effectivement. Et donc, directement ou indirectement, depuis ces 15 dernières années, on va dire qu'on s'est suivis un peu de loin. Et de mon côté, j'ai découvert en fait le projet de la famille durable récemment et surtout cette histoire de double changement de vie familiale qui a complètement attiré mon attention parce que c'est un sujet que je voulais traiter depuis un moment. Super, bah oui, effectivement, c'est un parcours un peu atypique et je serais ravie d'en parler avec toi. Alors, le changement de vie, c'est un super sujet parce que tout le monde ou presque en rêve et peu de gens finalement franchissent le pas, notamment parce que changer de vie, ça cristallise toutes nos angoisses et ça fait ressortir toutes nos peurs vis-à-vis de l'argent. Et donc, ça me paraît être le meilleur endroit pour parler de ce sujet. Oui, c'est vrai. Alors nous, il y a quelques mois, là, on a fait un petit sondage auprès de nos 1500 abonnés et on s'est rendu compte que pour un peu plus de 21% des personnes, c'était le principal frein au changement de vie, la notion de l'argent.
Et ça ne m'étonne pas du tout. Donc Céline, tu as 33 ans, tu es ingénieure agronome, formatrice au sein d'une association qui fait du développement agricole. En fait, c'est une association, enfin toi tu viens en aide à des agriculteurs ou à des aidants, je sais plus comment on dit, qui souhaitent en tout cas se former, notamment tu me disais en préparation sur des problématiques de bien-être au travail, c'est ça? Oui, exactement. Donc, je côtoie les agriculteurs et les salariés agricoles qui, en collectif, veulent progresser sur une thématique ou une autre. Et puis, voilà, je suis surtout sur le bien-être au travail et l'amélioration des relations humaines. Alors, ton mari Arnaud, on va en parler pas mal aussi à mon avis dans l'épisode parce que évidemment c'est un changement de vie et tu représentes le couple aujourd'hui, donc c'est un changement de vie familial dont on va parler. Et on reparlera un petit peu de son parcours professionnel, comment il est passé d'un métier, enfin il était consultant à Paris, il l'est toujours dans une phase de transition, mais son parcours va être intéressant à décortiquer, donc on en reparlera tout à l'heure. Et puis donc tous les deux, vous avez 2 enfants et vous viviez jusqu'à récemment en région parisienne que vous avez voulu quitter et vous vivez maintenant en périphérie d'Angers. Est-ce que je ne me trompe pas? Non, c'est exact. On fête notre première bougie du côté d'Angers. Voilà, ça fait tout juste 1 an qu'on a changé de vie. Eh bien, félicitations, joyeux anniversaire de Merci. changement de vie. C'est vrai que c'est vrai je sais pas si les gens célèbrent ça, mais en fait, vous pourriez presque effectivement en faire quelque chose enfin un vrai truc quoi. Effectivement, acheter un gâteau, mettre des bougies. Je trouve que c'est vraiment un événement en tout cas qui est digne qui vaut le coup d'être célébré à mon avis. Je suis d'accord, on n'a pas soufflé de bougies sur un vrai gâteau, mais par contre, on en a profité pour faire un bilan entre nous deux et puis qu'on partagera à la communauté, de se dire, bah, voilà, après 1 an, qu'est-ce que si c'est passé véritablement, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a démarré, parce qu'en fait, le changement de vie, c'est pas un jour on dit on a changé de vie, c'est fini. En fait, c'est que le démarrage. Et ben justement, nous on va parler d'abord du démarrage et puis je te reposerai plein de questions sur ce bilan évidemment des 1 an après, on va dire, après changement de vie, bah du coup non, parce que est-ce qu'il y a vraiment un jour on change de vie? Tu disais que non, et c'est probablement un sujet qu'on va aussi évoquer. Du coup, la première question que j'ai, c'est dans quel contexte est née l'idée de changer de vie? Alors, il y a eu plusieurs déclics, mais le premier, le principal, c'est donc moi j'ai ma mère qui a été atteinte d'un cancer du sein il y a quelques années. Donc c'est une maladie qui a duré plusieurs années et qui s'est mal terminée pour elle. Et en fait, mes parents, c'était le profil à tout miser sur la retraite. Donc voilà, leur projet de vie, déménager en province parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait, il y avait un endroit qu'ils affectionnaient particulièrement, s'investir dans des associations, voilà, s'autoriser un peu plus de liberté. Ils réservaient ça tout pour le moment de la retraite. Et ben, ma mère n'a pas atteint la retraite. Donc, ça nous a vraiment fait prendre conscience que le changement, les choses qu'on a envie de faire, dans lesquelles on veut s'engager, c'est maintenant qu'il faut les faire et c'est pas dans 30 ans ou 40 ans. Et puis après, bah voilà, au fur et à mesure, d'autres choses se sont rajoutées. Un peu le ras-le-bol de la vie à Paris, beaucoup de monde, la pollution, le fait d'avoir très peu de contact avec les voisins, voilà, les quelques connaissances qu'on avait avec les enfants de par l'école et tout ça. Voilà, on sentait que ça nous correspondait plus trop et qu'il fallait qu'on change. C'est drôle ce que tu racontes parce que je les retrouve aussi dans d'autres épisodes que j'ai faits, notamment avec Laurent Chéneau, mais aussi avec Nicolas Devic, sur l'idée qu'à un moment donné, à la base du changement de vie, il y a cette idée qu'on veut plus vivre ce plan de vie différé. C'est un terme qu'avait utilisé Laurent Chéneau, l'idée de se dire la vie, elle commence pas après la retraite. Il lui était arrivé la même chose, son père est décédé avant la retraite, et il y a cette idée mais c'est trop, enfin c'est un tel gâchis, et moi je veux pas prendre ce risque, ma vie elle se joue maintenant, elle se joue pas à la fin de ma carrière professionnelle. C'est un peu ça. J'ai l'impression que je pense, et à mon avis les auditeurs vont se reconnaître là-dedans, que c'est un énorme déclencheur de cette envie en fait. C'est vraiment de là que vient enfin c'est ça qui nourrit le rêve au début, l'envie en tout cas.
Exactement. Et puis nous, on a vu d'autres exemples où des personnes arrivent à la retraite, mais sont plus aussi en forme, en bonne santé que quand ils avaient 30 ans. Là, nous, on a toutes les capacités physiques. Les enfants étaient encore à un âge où c'était pas trop dur pour eux de un peu se déraciner. Moins que par exemple pour des adolescents, je suppose. Et voilà, on dit souvent que le bonheur, c'est pas quelque chose d'instantané, mais en fait, c'est ce qui rend heureux, c'est le chemin, c'est tout ce qu'on fait pour y aboutir en fait. Et donc, voilà, on sera plus longtemps heureux si on démarre le chemin à 30 ans qu'à 60. Et du coup, à quel moment tu passes de c'est une idée, un souhait, à ça devient un vrai projet? Bonne question. Je pense que ça a commencé par des vacances. On s'est rendu compte qu'en fait, on était parti du côté de la Bourgogne en vacances et en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être une région qui pouvait correspondre à un endroit où on aimerait bien vivre. Et inconsciemment, mais voilà, les vacances d'après, on est parti effectivement dans une autre région et en fait, on se rendait compte que quand on allait quelque part en vacances, on se renseignait sur les villes sympas, c'était quoi le contexte économique de la région et petit à petit, on a commencé à se dire là où on était, oui ou plutôt non. Et finalement, on regardait les prix des maisons et jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'en fait, financièrement, le projet était totalement faisable pour nous et que en fait le point de départ de tout un tas de projets qu'on avait, c'était qu'il fallait qu'on quitte la région parisienne. C'est que tous les autres projets qu'on avait, toutes les autres actions qui étaient liées à ce projet ne pourraient vraiment se réaliser dans de bonnes conditions. On arriverait à le faire de façon pérenne que quand on aurait quitté la région parisienne. C'était notre point de départ de changement de vie. Et c'était quoi le projet du coup? Parce que là, le point de départ, c'est quitter la région parisienne. On va dire que c'est une étape vers le projet de vie. Oui. Comment vous le formuliez? À quoi il ressemblait ce projet de vie? Le projet, alors on avait donc travaillé ça avec Thibaut et Blandine. Donc Thibaut, c'est le frère d'Arnaud et Blandine, sa femme. On s'est rendu compte un jour en discutant un peu par hasard que on avait un peu les mêmes envies sur les mêmes valeurs, les mêmes envies pas de consommation mais de déconsommation justement et de un peu les métiers, les activités vers lesquelles on voulait tendre à moyen long terme. Et en discutant, on s'est dit qu'en fait, ça pourrait se faire à 4 plutôt que 2 familles, chacune de son côté. Et en fait, du coup, d'être 4, ça nous a plus motivés. En fait, on s'est donné des rendez-vous réguliers pour parler de ce projet et avancer là-dedans. Et d'être lié à une autre famille, on se sent un peu plus obligé d'avancer dans la réflexion. Et donc, on a construit ça petit à petit à 2 familles. Et en fait, ce qu'on avait en commun, c'était de pouvoir le projet de départ, il a un petit peu changé entre-temps, forcément, ça s'ajuste. Mais c'était de proposer des activités qui ont du sens et qui permettent d'être plus proche de la nature, du lien social et de l'environnement. Et donc de proposer dans un lieu, alors qui serait soit chez nous, soit un autre lieu connexe, on appelait ça les ateliers à la ferme au début où on en parlait. Et en fait, on avait chacun des compétences différentes et à nous 4, on pouvait faire une diversité d'offres à des personnes qui voudraient se former en permaculture, en zéro déchet, en fabrication de savon, voilà, une offre assez complémentaire. Donc le projet il ressemblait un peu à on revient à l'essentiel, on part à la campagne, quelque part on fuit la ville, on revient à l'essentiel, un schéma de vie beaucoup plus simple. Tu parlais de déconsommation, je pense que c'est un mot important dans ce projet de vie. Au début c'était à 4, mais on va en reparler. Finalement c'est encore à 4, mais c'est devenu 2 plus 2 et pas forcément 4. C'est ça. Et du coup, donc vous vous retrouvez régulièrement, vous en parlez. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous vous dites, OK, moi, je veux que ce soit effectif dans un an et quelles étapes vous mettez pour y arriver? Alors,
peut-être que d'ailleurs vos étapes à vous étaient peut-être pas les mêmes que celles de Arnaud et Blandine, mais c'est exactement pour ça que celles de Thibaut et Blandine, et c'est exactement pour ça que j'ai voulu parler avec Thibaut et que je parle avec Thibaut juste après toi. Mais de votre point de vue à tous les deux, Arnaud et toi, qu'est-ce que vous vous étiez mis comme étape pour arriver à ce changement de vie que vous symbolisiez par le départ de la région parisienne? Oui, bah en fait, je m'en souviens très bien. En fait, on était un soir et on continuait à. On faisait un petit exercice avec, donc, pour le coup, juste Arnaud sur est-ce qu'on a vraiment envie de quitter la région parisienne ou pas? Parce que ça fait quand même un petit peu peur hein, de se dire qu'on va changer complètement de région, aller dans une région qu'on connaît presque pas, parce que passer des vacances dans un endroit, ça suffit pas. Et en fait, on répondait à des petites questions pour se dire qu'est-ce qui est le plus qui me manquerait le plus, ou au contraire qu'est-ce qui me donne le plus envie de changer. Et on s'est dit mais en fait c'est pour quand? Et on était vers un début d'année, janvier-février, et on s'est dit on savait que ce serait un été le plus pratique pour les enfants, pour qu'ils puissent changer pas d'école en cours d'année, parce que la grande était déjà scolarisée. On voulait que ce soit un été, et on s'est dit c'est cet été-là, ou c'est le suivant, ou c'est celui d'après. Et ce soir-là, on a pris la décision sans l'avoir prévu à l'avance. On s'est dit en fait cet été-là, on avait quand même une maison à vendre et une à acheter. On trouvait ça un peu précipité. Et donc, on s'est dit, par contre, l'année d'après, ça correspondait à la rentrée en CP pour la grande et la rentrée à l'école pour le deuxième. On s'est dit que c'était presque parfait, même si ça l'est jamais complètement. Et ça nous donnait 1 an et demi pour nous décider vraiment sur la région, parce qu'on ne savait pas encore, on hésitait encore entre 3 régions, entre les 2 familles pour s'installer. Et voilà, le temps de... Ça nous laissait ce 1 an et demi pour trouver la région, vendre la maison et en trouver une autre. Et alors, il y a un sujet dont tu n'as pas encore parlé, mais alors, c'est marrant parce que moi, un changement de vie, pour moi, c'est changement professionnel. Et t'en as pas encore parlé. Alors, à quel moment... on va reparler de tout ça, hein, du déménagement, de la maison, parce que je suis pas en train de le balayer du revers de la main, mais j'ai envie qu'on attaque, tu vois, parce que je pense que pour la plupart des gens, il y a des énormes freins qui sont liés au travail. Et probablement derrière, et je veux bien ton avis aussi là-dessus, d'énormes croyances limitantes sur la possibilité ou non de faire son métier ailleurs ou de se réinventer ailleurs. Et du coup, à quel moment chez vous, est-ce que la problématique du travail, vous l'aviez envisagée comme un frein potentiel? Quel était le contexte pour vous deux? Et est-ce que c'était aussi important que moi, j'ai l'impression que ça l'est pour les gens? Bien sûr. Je pense que c'est une des premières choses que les gens nous demandent quand on explique, quand on change notre changement de vie, en fait. Alors moi, le gros avantage que j'avais, que j'ai toujours, c'est qu'en fait, je fais du télétravail depuis de nombreuses années dans mon entreprise. Et j'avais, entre guillemets, juste à négocier un peu plus de télétravail. Donc, c'est pas sans contrepartie, parce que en fait, du coup, quand je vais donc 1 jour par semaine au bureau, parce que mon bureau reste parisien, c'est à mes frais que je paye l'aller-retour en TGV. Mais j'avais quand même le gros avantage de garder mon poste. Donc, il fallait que juste entre guillemets, que je négocie avec mon employeur de pouvoir accentuer encore un petit peu plus le télétravail et ne passer qu'à 1 jour par semaine au bureau. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre et de mettre en avant peut-être pour les auditeurs, c'est que donc toi, tu es en CDI, mais peut-être contrairement à beaucoup de gens, toi, changement de vie, ça voulait pas dire changement de boulot. Parce que Voilà. visiblement, toi, t'aimes ton travail, quoi. T'avais pas de lassitude, en fait, t'avais pas de lassitude professionnelle à l'époque, en tout cas. Enfin. Non, non. Alors ça, c'est une chance, mais en même temps, je pense que on aurait de toute façon fait le choix qu'il n'y en ait qu'un des deux qui change. C'est souvent ce que font les gens, hein. Ils s'assurent qu'il y en ait au moins un des deux qui trouve un poste sur place avant définitivement de quitter. Moi, ayant cette possibilité, donc je l'ai négocié en amont, mais
on avait déjà signé la vente de la maison, par exemple, avant que je négocie mon passage en télétravail. Donc, de toute façon, même si ça n'avait pas été accepté, on aurait déménagé. Mais c'est... Par contre, voilà, je sais plus où je voulais en venir, je suis désolée. C'était quoi la question que tu m'avais posée? Sur le fait que toi, t'avais pas de lassitude professionnelle, et je pense qu'à mon avis, tu voulais Oui, enchaîner sur Arnaud, mais... oui, c'est ça en fait. Donc, moi, j'étais pas lassée, ce qui nous a permis en fait de faire le changement professionnel en 2 temps. C'est-à-dire que là, c'est Arnaud qui va faire son changement professionnel. Donc lui a négocié une rupture conventionnelle pour pouvoir partir dans des bonnes conditions, à savoir toucher le chômage. Ce qui, bah là, on parle budget, hein, ce qui est très important. En fait, ça change tout parce que bah, du coup, Arnaud a quand même un salaire entre guillemets tous les mois, et ce qui permet d'être beaucoup plus sécurisant pour son changement de vie. Voilà, on fait des plans différemment en fonction de ça. On avait aussi prévu un plan B si jamais il réussissait pas sa rupture conventionnelle. Et puis bah moi, mon changement de vie, mon changement professionnel, pardon, il se fera dans un second temps quand celui d'Arnaud sera bien établi, parce qu'effectivement, comme j'ai pas la lassitude que lui avait, que voilà, moi je suis encore bien dans mon job, je peux attendre 6 mois, 1 an que lui, voilà, fasse sa reconversion, soit bien installé et un revenu à peu près régulier, sécurisant, pour que moi ensuite j'opère le mien. Alors, ton plan B, il m'intéresse. Ton plan B, il m'intéresse. Du coup, ce que tu me dis, c'est que la meilleure solution pour vous, évidemment, c'était qu'il puisse négocier une rupture conventionnelle, mais on sait très bien, et les auditeurs qui sont dans ce cas-là le savent aussi, que c'est pas toujours simple de négocier une rupture conventionnelle, qu'il y a beaucoup d'employeurs qui refusent d'accorder des ruptures conventionnelles, et que du coup, vous aviez envisagé la possibilité que votre changement, votre déménagement soit quand même possible si Arnaud devait démissionner sans aucun avantage pécunier, quoi. Du coup, ça consistait en quoi ce plan B concrètement? Le plan B concrètement, c'était bah, voilà, de démissionner et de reprendre un poste rapidement, même si c'était avec un niveau d'études moindre, un salaire moindre, mais de pouvoir voilà, prendre pas n'importe quoi qui passe, mais presque, pour être à peu près sûr d'avoir un minimum de revenus. Et en même temps, on savait qu'il y aurait pas non plus une trop grosse urgence, parce qu'on avait calculé en faisant des projections assez, bah, c'est jamais totalement exact tant qu'on vit pas sur place. Mais on savait qu'avec mon salaire, on pouvait normalement couvrir tous les frais fixes. Et pourtant, je n'ai pas un salaire très élevé, hein. Je suis à 80% et je gagne à peu près 1 700 € net. Donc c'est pas énorme pour un bac plus 5. Voilà, c'est pas dans les niveaux les plus élevés, mais l'avantage d'avoir déménagé en province, c'est que notre prêt immobilier est beaucoup moins important, et que du coup notre échéance tous les mois pour le rembourser est également beaucoup moins important. Donc on avait calculé voilà, de pouvoir, au pire, on se serait serré la ceinture pendant 6 mois, 1 an, le temps que Arnaud retrouve quelque chose. Le plan B, il est pas mal basé sur la construction d'un budget prévisionnel le plus précis possible, pour voir si les dépenses fixes pouvaient être couvertes par mon salaire, en fait. Est-ce que du coup, dans ce plan B, il y avait une vraie épargne de précaution, celle qui est censée couvrir une perte totale de revenus? Bon, en l'occurrence, pas de ton côté, mais en tout cas de son côté. Est-ce que vous aviez... en fait, ce que je comprends, c'est que globalement, avec le même train de vie qu'avant, évidemment, vous vivez mieux à Angers, vous vivez plus confortablement. Mais la question, c'est, avec un train de vie même inférieur, vous aviez fait ce calcul que ça passait. Est-ce que vous aviez envisagé de vivre sur votre épargne pendant un temps? Non, c'est vrai que ça, on l'avait pas fait. On avait bah, on a mis pas mal d'apports dans la maison pour avoir un prêt immobilier moindre. Donc c'est vrai que l'épargne, elle en a pris un coup. Non, je pense qu'on n'avait pas énorme. Enfin, bah, pour nous, pas énorme. C'est peut-être dans les 10 000 à 15 000 €, mais sachant qu'on avait quelques travaux à faire dans la maison. Donc en fait, je pense qu'il serait pas resté grand-chose. On avait plus misé sur le fait de moi reprendre un temps plein, alors que je suis actuellement à 80%.
pour dégager un salaire plus important de mon côté. C'est intéressant ça de se dire effectivement, est-ce qu'on anticipe ce changement en prenant un peu sur l'épargne ou pas? Et malgré en fait les prévisions, les projections que vous aviez fait, l'année et demie que vous vous étiez laissé, c'est pas un scénario que vous aviez envisagé de prendre, enfin d'avoir en fait. C'était de se constituer une épargne qui vous permettrait vraiment de faire face à d'autres éventualités, quoi. C'est ça, et je pense que c'est aussi parce que Arnaud a beaucoup travaillé au plan A en fait. Et la rupture conventionnelle, elle s'est pas fait simplement parce que lui, il est resté presque 6-9 mois plus longtemps que ce qu'il avait envisagé pour laisser le temps à la boîte de trouver quelqu'un, de se faire face à l'idée qui partait. Et donc voilà, ça a été une négociation des deux côtés. Et c'est ça qui lui a pris du temps, c'est de maintenir des bonnes relations pour que sa demande soit bien prise, de continuer à bien faire son job, parce que voilà, quand on est content d'un salarié, qu'on n'a pas trop grand-chose à lui reprocher, on est plus enclin à satisfaire sa demande. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a ressenti dans la démarche qu'il a entreprise. Et donc voilà, on a tellement misé sur le plan A, on avait un plan B, on a fait des calculs, mais voilà, on n'est pas allé jusqu'à ce que tu dis, faire une épargne de précaution pour ça. On a plutôt fait notre épargne pour le bien immobilier, en fait, qu'on a acheté. Et dans ton plan B, du coup, il y avait l'idée qu'il puisse prendre un job moins payé. Globalement, j'imagine que il y a quand même, pour beaucoup de gens, en fait, qui ont ce projet un peu similaire de partir de la région parisienne pour aller dans des régions où le niveau de vie est moins élevé. Il y a cette idée que peut-être on va aussi, ça va peut-être s'accompagner d'une baisse de salaire globale dans la famille, enfin d'une baisse de revenus. Et c'est ça souvent d'ailleurs qui cristallise un certain nombre d'angoisses. Est-ce que pour vous, il y avait une crainte particulière au fait de devoir baisser son train de vie? Alors, pas du tout. Pas du tout pour nous, mais voilà, c'est parce qu'on est dans ce mouvement de se dire que on n'est pas dans la société de consommation telle que le l'est encore, je pense, la grande majorité des Français aujourd'hui. Et nous, on est plutôt à essayer de vouloir faire le plus de choses par nous-mêmes. On a acheté un grand terrain pour pouvoir avoir un grand potager et essayer voilà de se mettre à la production de notre nourriture. Alors pas du tout en autonomie à 100%, hein, mais voilà, et puis prendre du plaisir là-dedans. Et c'est vrai que on en parle d'ailleurs dans le bilan. On a fait une première vidéo à notre communauté dans le bilan des 1 an. C'est vrai que ça revient souvent. Les gens ont peur de baisser un niveau de vie, mais parce qu'ils pensent que ça va être corrélé à une baisse de qualité de vie. Et pour nous, ça a été tout le contraire, en fait. Déménager en province, ça a été une augmentation de notre qualité de vie. Alors, je pense qu'en revenu, on avait calculé, on a perdu entre, je pense, 30 ou 40% du fait que Arnaud soit au chômage. Mais notre qualité de vie, elle a juste grimpé en flèche. On n'a pas les transports en commun, 1 heure aller, 1 heure retour. On peut déposer les enfants directement à l'école le matin. Il y a des soirs où on peut aller les chercher à la sortie de l'école. C'est ce genre de choses qu'on ne faisait jamais avant. Et c'était un objectif et on a réussi à l'atteindre. On s'est inscrit dans des associations sportives tous les 4 qu'on a réussi à tenir, alors jusqu'au Covid. Mais voilà, on avait réussi à maintenir ce rythme-là. C'est pareil, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant avec des contraintes de déplacement, de transport en commun qui étaient parfois, qui nous faisaient perdre du temps dans notre journée et puis qui étaient des fois pas très fiables. Et ça change tout, en fait. Nous, on avait misé là-dessus. On savait qu'on perdrait en revenus, mais on comptait sur le fait de gagner en qualité de vie. Et ça a marché pour l'instant. Est-ce que toi aussi, tu as fait ce constat après coup que il y a aussi, quand on part en province, beaucoup moins de pression sociale à la consommation sur plein d'aspects. Sur les restaurants, sortir avec des amis, boire des verres, sur l'habillement, comment on paraît, ce qu'on porte, et peut-être aussi que on est aussi peut-être un petit peu moins sensible à la comparaison sociale ou à ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, etc.
moi, je sais que beaucoup d'auditeurs me font part de ça. Je sais que je l'ai vécu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi, que tu vivais avant et pour lequel tu as vu un changement en partant en province? Tout à fait. Je pense que, une des raisons, alors ça fait que 1 an pour nous, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on a beaucoup plus de diversité de profils, de catégories socio-professionnelles, autour de nous et je pense que ça joue parce qu'avant, où on était, avec, les études qu'on fait, bah, nos amis sont, bah, reflètent pas une grande diversité, de métiers. Donc on côtoie effectivement, des gens, tous un peu pareils et effectivement cette pression sociale elle a lieu. Ici beaucoup moins et il n'y a pas que la pression sociale, je pense que la consommation elle joue aussi sur les tentations. Enfin nous on est dans un village de 1 600 habitants, il y a un coiffeur. Voilà, c'est tout. Il faut prendre la voiture. Alors on n'est pas loin, hein, on est en 10 minutes, on est à la petite ville d'à côté, mais la petite ville d'à côté, elle a juste un magasin de fringues et puis après c'est le courant, c'est la banque, la pharmacie et compagnie. Et puis il faut aller jusqu'à Angers pour avoir vraiment, donc à une demi-heure de chez nous, pour avoir les magasins de consommation, on va dire plus secondaires, qui sont pas forcément des denrées obligatoires. Et ça limite beaucoup la consommation quand c'est pas à notre porte en fait. Ouais, c'est en fait, et je pense qu'il y a, là on en revient aux craintes des gens. Je pense qu'il y a vraiment une crainte que ce soit une restriction, une frustration, enfin que ça puisse engendrer justement une frustration, alors que moi j'étais dans ce mouvement de consommation tant que j'étais à Paris. Et d'ailleurs, à chaque fois que je reviens à Paris pour voir ma famille, mes amis ou pour le boulot, j'ai cette tentation. Je vois tous ces gens dans la rue qui sont beaux, qui portent des beaux vêtements, ces super restaurants, on a envie d'aller bruncher, etc. Et je me retrouve dans mes réflexes d'avant, alors que en vivant où je suis, donc dans le Nord, dans une ville de 10 000 habitants, je n'ai absolument pas ce manque au quotidien, quoi. Ça n'est ni une frustration, ni un manque, ni rien du tout. Donc il y a vraiment cet effet grande ville. Et voilà, en tout cas, voilà, il faut pas que ça fasse peur aux gens, et ça a un impact incroyable sur son budget. Déjà pour tout un tas de raisons, partir d'une grande ville a un impact positif sur son budget, mais ça aussi c'est un effet bénéfique, on va dire additionnel, l'effet qui se coule positif du fait de ce type de changement de vie, hein, encore une fois. Oui, exactement et puis ça veut pas dire qu'on sort plus, qu'on est, chez nous, voilà, que entre nous. On a presque même plus de vie, sociale qu'avant, mais ça c'est nous, on était en banlieue parisienne, on n'était pas en Paris intra-muros, donc bah, tout de suite ça limitait un petit peu plus, les déplacements. Mais en fait, on va beaucoup plus facilement, boire un coup, chez les voisins, voilà, on invite la copine pour le goûter, et en fait, bah, c'est sûr que financièrement, c'est pas le même budget que de se faire un resto ou le bar du coin. Est-ce que, à un moment donné ou à plusieurs moments de cette aventure, vous avez eu l'impression de vous mettre en risque? Oui, alors je pense, Arnaud plus que moi. Au niveau, financier, hem, moi je savais que enfin moi ça me faisait pas peur en fait de diminuer, mon train de vie, pendant un certain temps, pour au cas où, justement, bah, il y avait, des choses qu'on avait mal calculées ou si pour Arnaud la rupture conventionnelle ne se faisait pas finalement. Mais, en fait, ce qu'on se disait, c'est que c'était plus risqué de pas changer que de changer. C'est-à-dire que de rester là, encore, quelques années, on aurait eu de plus en plus de mal à bouger avec les enfants, qui grandissent. On avait un prêt immobilier, énorme, sur les bras et ça, pour nous, c'était plus risqué que la situation qu'on a aujourd'hui où en fait notre prêt immobilier, déjà tous les mois, on a, diminué, de 3 fois, ce qu'on doit rendre à la banque, tous les mois. On est passé de 1 500 à 500 € par mois. Donc la pression financière, tous les mois, elle est beaucoup moins forte Mmh. et voilà, pour nous, c'était finalement moins risqué, de changer que de pas changer. Ah, c'est marrant. Et est-ce que aussi vous avez évalué d'autres facteurs de risque qui sont pas des facteurs financiers? Oui, on a évalué, le risque, d'éloignement avec, la famille et les amis notamment. Moi, c pour le coup, ça, c'est quelque chose qui me
touchait plus que Arnaud. Et on a demandé notamment à ma famille, hein, moi j'ai 2 frères sur Paris, je leur ai dit: «Mais si on va dans tel endroit, qu'il vous faudra 2 heures et demie, 3 heures pour venir nous voir, vous le ferez sur un week-end, vous le ferez pas?» Voilà, je voulais être sûre qu'on se déconnecte pas parce que, bah, pour nous, c'est important, de maintenir le lien avec, la famille, et les amis. Et moi, ils nous ont dit: «Bah non, dans ces ordres, de durée-là, de temps de transport, que c'était OK pour eux». Et bah, d'ailleurs, on l'a vu, hein, sur une année là, il y a plein de gens qui sont venus nous voir. Et voilà, moi, ça m'a rassurée sur le fait que on pourrait maintenir des liens avec la famille et les amis. Pour moi, c'était un risque qu'on les voit moins, que les liens se distendent. Après, bah, on a parlé déjà du risque professionnel qui n'était pas de mon côté, mais oui, effectivement, qui était du côté d'Arnaud. Mais en fait, le risque professionnel, on s'est aussi rendu compte que on a un CDI, mais en fait, on ne sait pas. La boîte, du jour au lendemain, on l'a vu avec le Covid, il peut y avoir quelque chose qui fait que la boîte, alors qu'elle allait très bien, met la clé sous la porte. Et en fait, les gens pensent qu'en restant dans leur CDI à Paris, sont totalement hors risque, alors qu'en fait, si. Il y a toujours un risque, et que le risque est presque plus important dans ce genre de boîtes qui ont leur siège social à Paris que dans une société en province nous, on a pas mal de personnes autour de nous qui travaillent dans l'agriculture, qui sont dans des coopératives agricoles ou voilà. On aura toujours besoin de ces boîtes-là bah, pour vivre. Et finalement, voilà, on s'est rendu compte que le CDI à Paris est peut-être presque plus risqué que de tenter sa chance à trouver quelque chose en province. Ce que je trouve intéressant dans ta démarche d'évaluation du risque, c'est finalement, j'ai l'impression qu'on se pose souvent la question du risque à changer, et on se pose pas forcément la question du risque à ne pas changer. Je trouve que dans ton témoignage, c'est hyper intéressant, et probablement il y a des choses que vous avez que là dont tu parles pas et qui t'ont d'ailleurs peut-être pas concerné, mais je pense au risque qui peut peser sur le couple, par exemple, alors sur l'individu, et donc aussi indirectement sur le couple, au fait de rester dans une situation insatisfaisante de travail, de quotidien un peu effréné, de manque de sens, etc. Et ça, voilà, ce sont aussi des facteurs à envisager, quoi. Enfin, je trouve, j'invite du coup les auditeurs à peut-être faire cette évaluation-là, s'ils se posent des questions, s'ils ont des peurs ou des croyances qui les empêchent d'avancer, de peut-être faire cette évaluation du risque de ne pas changer, plutôt que de voir forcément le risque lié au changement, qui est évidemment beaucoup plus... On voit que ça, en fait, parce que peut-être que notre situation... C'est un peu le problème quand on est dans une situation qui n'est pas totalement satisfaisante, mais elle est connue. Et on sait très bien à quel point l'humain a une facilité à s'accommoder d'une situation insatisfaisante, mais juste parce qu'elle est familière. Exactement. Et en fait, j'en parle pas parce que c'est effectivement un des déclics pour nous, ce dont tu parles, le fait de l'impact sur le couple et sur le noyau familial. C'est venu très très en amont de notre réflexion, parce que en fait, Arnaud, lui, il est depuis qu'il travaille, il a enchaîné, je sais pas, 5 ou 6 employeurs différents, alors que voilà, il a entre guillemets juste 35 ans. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à trouver un endroit où il s'épanouit. Et c'est là où je disais que le point de départ pour nous, c'était le déménagement. C'est qu'en fait, en restant à Paris avec un gros prêt immobilier sur les bras, s'il avait négocié sa rupture conventionnelle, il aurait été tenté de retomber dans le même genre de métier, avec le même niveau de salaire, pour être sûr que c'est bon, tous les mois, on allait pouvoir rembourser le prêt immobilier. Et donc, on s'est dit, pour qu'il puisse vraiment changer de vie, se poser, il faut que cette pression financière, elle tombe. Et donc, le point de départ, c'était d'aller en province. Et c'est de toute façon quelque chose qu'on voulait faire, hein, quitter la région parisienne. Mais voilà, c'est pour ça que pour nous, c'était par là qu'il fallait commencer. Alors du coup, où en est Arnaud aujourd'hui? Donc, on a bien compris qu'effectivement, pour lui, il y avait une vraie lassitude professionnelle, un vrai besoin de changement qui a été du coup que vous estimiez possible. En tout cas, c'était
bien plus avantageux de quitter la région parisienne pour lui permettre de passer vraiment à autre chose. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que ça fait 1 an du coup que vous êtes parti de la région parisienne. Où est-ce qu'en est Arnaud dans sa reconversion? Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui justement sont concernés par ces problématiques de je veux changer de vie. Ça passe aussi par un changement de vie professionnelle, mais bon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Alors, quand je disais qu'il avait fallu faire des compromis pour la rupture conventionnelle, c'est que Arnaud, sa rupture conventionnelle a été effective au 1er février. Donc il a fait 6 mois de les allers-retours 2 jours par semaine à Paris. Donc il avait négocié, il avait dit ok, moi je veux bien rester un petit peu plus longtemps pour que vous puissiez vous organiser, trouver mon remplaçant. Mais dans ce cas-là, moi j'aurais déjà déménagé. Ça fait longtemps que je vous ai prévenu. Hein, il les a prévenus 1 an à l'avance. Donc il avait négocié d'y aller 2 jours par semaine, le reste du temps de télétravailler. Donc voilà, il est réellement dans son nouveau projet de reconversion depuis février. Et donc en fait, il a beaucoup misé sur le réseau. En fait, là, il est en train de rencontrer des personnes en local qui font des choses proches de ce qu'il veut faire. Donc qui sont plus liés au travail sur le climat, le développement durable, pouvoir intégrer dans la démarche des entreprises la reconversion écologique. Et ça passe par se faire un réseau là où on est pour connaître les acteurs et pouvoir petit à petit faire des choses avec d'autres, s'immiscer dans des mouvements qui pourrait y avoir. Et on voit là, après 6 mois, que ça commence déjà à prendre. Il a déjà commencé à s'intégrer dans une entreprise avec un des fondateurs. Là, et il commence à avoir des missions à partir de septembre. Donc lui a fait le choix de passer du salariat au fait de devenir indépendant, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc là, sa période de chômage, et je disais qu'il a mixé beaucoup sur le réseau, mais il a aussi en parallèle, il s'est formé justement aux outils qu'il veut utiliser pour pouvoir traiter des sujets dont je parlais. Il a fait les deux en parallèle et c'est vrai que c'est assez complémentaire parce que faire que du réseau, ça peut être assez difficile, surtout que là, avec la période du Covid, il y a eu 2 mois où de toute façon, les rencontres, à part virtuelles, elles étaient impossibles. Donc voilà, cette période quand on a la chance de pouvoir avoir le chômage, c'est vrai qu'on peut se permettre de se poser et de prendre le temps de se former et de créer du lien, de rencontrer des gens. Est-ce que lui, il ressent une forme de pression à se dire j'ai le chômage pendant X temps, alors j'imagine que ça doit être 2 ans pour lui. J'ai le chômage pendant cette période-là. Est-ce qu'il ressent une forme de pression à retourner à générer ses propres revenus le plus rapidement possible, ou est-ce qu'il utilise cette période aussi pour essayer de faire des découvertes, des explorations, voir ce qu'il a vraiment envie de faire, qui est aussi une période un peu importante pour c'est aussi à ça que sert en fait cette compensation de Pôle emploi quand on veut créer sa propre activité et entreprendre. C'est aussi de se permettre de prendre du temps, quoi. Exactement. Alors oui, il s'est mis une pression parce que dès le premier jour où il était plus salarié, il se remettait déjà dans son nouveau projet. Il n'a pas du tout fait de pause. Moi, j'ai compensé en fait en lui disant régulièrement c'est bon, il y a du temps. L'objectif du chômage, c'était justement de te poser, de prendre le temps. Alors le travail de décortiquer en profondeur qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire, quelles sont ses forces, vers quoi il voulait aller, il l'avait déjà fait avant. En parallèle de son activité de salarié. Mais effectivement, il est parti très vite parce qu'il se disait, il pensait que beaucoup de gens lui avaient dit le chômage ça va vite, faut pas non plus se reposer sur ses lauriers, voilà. Mais il a un peu regretté d'être parti très vite parce que du coup, il a eu un gros coup de fatigue avec le fait d'arrêter son activité salariée. Il y a eu quand même pas mal de pression en gérant bien la rupture conventionnelle, le déménagement dans la nouvelle région, l'école avec les enfants, on a eu une rentrée très compliquée pour les deux, ça a été assez difficile. Et tout ça mis bout à bout, quand il a arrêté, il a eu une grosse chute de fatigue là. Et
Et si c'était à refaire, je pense qu'il aurait bien pris 15 jours, un mois de déconnexion, je commence pas mon nouveau projet, j'ai fini le premier, des trucs qui ont rien à voir, pour vraiment couper et se donner un nouvel élan. Voilà, c'est juste que là, du coup, il a dû gérer une fatigue en plus de démarrer le projet. Donc, la pression, elle était là, mais il s'est quand même donné. En fait, il arrive à faire les deux en parallèle. Il arrive à, là, on voit, au bout de quelques mois, il va déjà avoir des rentrées d'argent, mais il s'est quand même formé à des nouvelles choses. Parce que c'est aussi son profil, hein, d'explorer sans arrêt des nouvelles choses et prendre le temps, voilà, de tester des choses qu'on n'a pas le temps de prendre quand on est en activité professionnelle, de rencontrer des gens, voilà, de prendre une demi-journée des fois pour aller rencontrer quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, il s'est rendu compte qu'un ancien avec un peu comme toi et moi, deux personnes qui s'étaient côtoyées pendant les études, en fait, il habite à 10 minutes de chez nous maintenant. Il prend le temps de le rencontrer, même si ça n'a pas un impact derrière sur sa vie professionnelle. Et ça, il se serait pas permis en tant que salarié. Donc, je pense que il faut faire les deux. Il faut réussir à avoir un peu des deux. J'en parle parce que je retrouve un peu ce facteur chez les gens qui veulent changer de vie, qui du coup bénéficient, qui ont la chance de bénéficier du chômage, et ça a été mon cas. Que l'idée soit éventuellement de retrouver un job salarié ou de devenir indépendant, freelance, ou de créer un business. Il y a chez beaucoup de gens, il y a cette culpabilité de vivre en fait aux frais de l'État, même si on a cotisé, etc. Et puis parce que c'est pas forcément hyper bien vu, parce que tout d'un coup on rentre dans la case de l'assisté. Et qu'il y a une telle pression sociale, il y a une telle, je trouve finalement mauvaise image de la personne qui n'est pas devant son ordinateur 8 heures par jour pour essayer d'envoyer des CV et faire tout pour trouver un travail le plus rapidement possible pour enfin arrêter de coûter à la collectivité. Et en fait, je trouve que c'est pas une bonne façon de voir les choses, parce que pour se reconstruire, pour justement, surtout quand on veut devenir indépendant ou entrepreneur, ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, quand on devient indépendant, eh bien, on va tout financer soi-même, on va créer ses propres cotisations sociales, etc. Donc, et ça prend du temps. En fait, ça prend du temps de faire cette reconversion. Et les dispositifs d'aide de Pôle emploi sont faits pour ça, en fait. Et voilà, c'est un peu un message que je voulais envoyer à tous les gens qui se sentent dans cette culpabilité, peut-être d'essayer de s'en éloigner. Voilà, moi aussi, j'ai reçu aussi voilà, je trouve que j'ai reçu des fois un peu trop de négativité sur ces aspects-là. Et j'avais envie de dire publiquement à ce micro qu'on a le droit aussi de profiter de ce temps de manière salutaire pour rebondir, et que ça fait pas nécessairement de nous des profiteurs. Voilà. Je partage complètement ta vision, Delphine. Alors du coup, c'est quoi ce bilan après 1 an? Quel bilan vous faites justement de cette aventure qui est pas en fait terminée, mais qui a commencé avec ce déménagement il y a 1 an? En fait, qui a commencé bien avant, mais le déménagement s'est fait il y a 1 an. Et quel bilan tu ferais ou vous feriez aujourd'hui? On a un bilan globalement très positif. C'est vrai que quand on déménage, on regarde, voilà, à trouver une maison avec nos critères. On savait combien il y avait de personnes dans le village, s'il y avait une école ou pas. Voilà, mais par contre, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas si nos voisins vont être sympas, on ne sait pas si les institutrices vont être sympas, si l'association des parents d'élèves est dynamique, si le maire, parce qu'en plus il y a des élections entre-temps, va être un peu dans notre mouvance, voilà. Et en fait, tout ce que je viens de citer pour nous a été que du positif. On a trouvé des voisins super sympas, les enfants se sont fait des amis assez vite, l'école, on est vraiment très satisfait de toute la dynamique qu'il y a autour de l'école. On s'est investi dans l'association de parents d'élèves, et ça, vraiment, on le conseille quand on déménage avec des enfants. Ça permet de nouer beaucoup de liens, d'être au courant de beaucoup de choses qui se font au sein de l'école, mais même de la municipalité plus largement. Ça permet de se connecter en fait très vite avec des personnes. C'est pareil pour les associations sportives.
voilà, s'inscrire dans un sport, c'est vraiment aussi un moyen de créer du lien. Et assez vite, on a créé un tissu social. On s'est rendu compte qu'une personne, elle est au périscolaire, mais qu'en fait, elle est aussi présidente de l'association de sport et qu'elle est aux parents d'élèves. Et voilà. Et donc, très positif. C'est des choses qu'on ne peut pas choisir quand on déménage. Et on a eu des très bonnes surprises et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas chômé. On est plutôt content des petites actions qu'on a commencé déjà à mener à la fois sur la maison, le jardin et puis voilà, l'extérieur, l'ouverture avec notre environnement. Et voilà, on a envie un petit peu de passer à l'étape supplémentaire et de démarrer le projet dont je parlais. Alors, on se cherche un peu, on ne sait pas exactement... on a un peu un projet de fin, mais on sait que c'est pas par là qu'il faut commencer, qu'il y a des étapes avant. Et donc là, on essaie de construire un peu dans notre tête tous les deux. Ce serait quoi les premières étapes et puis avec qui, en fait, maintenant qu'on connaît un petit peu le tissu local, avec qui on a envie de démarrer la réflexion, parce que c'est pas un projet qui doit se faire tout seul. Et donc on est assez enthousiaste parce qu'en plus on a rencontré le nouveau maire du village et qui a l'air assez en phase avec les idées qu'on a. Donc voilà, on est enthousiaste, c'est vraiment le mot. Super. Est-ce que tu aurais, si tu avais une question pour interpeller les auditeurs, qu'est-ce que tu aurais envie de leur poser comme question ou de leur offrir comme réflexion ? C'est un peu ce que tu disais, c'est est-ce qu'il n'y a pas plus de risques à ne pas changer qu'à changer ? Voilà, on fait souvent la colonne des plus et des moins et qu'est-ce que ça peut vous faire en fait qu'est-ce que ça va changer de vous lancer maintenant ou dans 10 ans ? Vous avez vraiment envie de changer ? Est-ce que c'est pas plus facile finalement de le faire ? Alors quand je dis maintenant, c'est maintenant ou à l'horizon 1 ou 2 ans, que finalement de le faire dans 10 ans. Parce que c'est maintenant que vous êtes jeune, que vous avez l'envie, voilà, que vous avez toutes les... Alors jeunes, il y a peut-être des auditeurs moins jeunes, mais en tout cas jeunes dans la tête et dans le projet, parce qu'un projet qu'on traîne dans notre tête depuis 15 ans, et au fur et à mesure, il s'érode et puis on y croit de moins en moins, je pense. Et voilà, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on a à perdre à attendre trop, en fait. Parfait. Merci Céline. Merci à toi Delphine. Et puis, je vais tout de suite m'intéresser au cas de Thibaut. Et je te remercie d'avoir passé ce temps-là avec nous. Merci d'avoir partagé ton histoire. C'était un réel plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Céline a dit une chose pendant notre entretien qui résonne encore plusieurs semaines après cet enregistrement. Elle a dit « Le risque pour moi, ce n'était pas de changer de vie, mais de ne pas le faire. » Est-ce que vous êtes déjà demandé quel était le risque de ne pas faire quelque chose ? Quel est le risque de repousser votre projet de vie ? Quel est le risque de ne pas reprendre vos études ? Quel est le risque de rester dans une voie professionnelle qui ne vous plaît pas ? Quel est le risque d'accepter un poste à plus haute responsabilité ? Quel est le risque de ne pas vivre une vie plus en accord avec vous-même ? J'ai envie de vous laisser avec cette question, j'ai envie de vous laisser méditer sur cette question, ou plutôt ces questions. N'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. En attendant, je vous retrouve non pas dans 15 jours, mais dans une semaine pour le témoignage de Thibaut. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.